Mes chers collègues, nous allons donc reprendre. Nous avons deux amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Le 103, qui le défend? Monsieur Taverne. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Donc, dans la même logique que tout à l'heure, en fait, cet amendement vise à ce que l'autorité administrative puisse informer le maire d'une mesure d'interdiction de paraître dans sa commune. Très bien. Le 283 n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur, votre avis sur le 103? Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je comprends l'idée d'associer les maires et de les informer, que l'autorité administrative puisse travailler en lien avec les autorités municipales et dans un concert d'information réciproque est toujours une bonne chose. Après, je crains que là, on ouvre une porte qui crée un peu une usine à gaz. Je ne soupçonne pas les sénateurs de ne pas être à l'écoute des maires. Ils ont auditionné l'AMF et l'ensemble des organisations représentatives des maires. Ça n'a jamais été remonté, ce point-là. Donc un avis défavorable. Merci. Je soumets aux voix ce 103 avec avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous en venons au 309. Monsieur De Signy. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement donc, vise à renforcer la flexibilité des interdictions de paraître en supprimant les restrictions susceptibles d'en limiter la portée. Monsieur le rapporteur. C'est un avis défavorable puisqu'on contournerait les règles édictées par le Code des relations entre le public et l'administration. Alors, je soumets aux voix ce 309 avec avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous en venons à votre amendement rédactionnel. Je le soumets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en venons au 453. Monsieur Taverne, Monsieur De Signy. Monsieur Taverne. Oui, merci Monsieur le Président. Défendu. Il est défendu. Votre avis, Monsieur le rapporteur? Défavorable. Je le soumets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Un amendement rédactionnel, Monsieur le rapporteur, je le soumets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en venons au 267 qui n'est pas défendu. Une série d'amendements en discussion commune. Le 13, Monsieur Léaumont. Merci Monsieur le Président. Là, on est sur une des dispositions de cet article 16, qui par ailleurs devrait aussi être découpé en deux, si je peux me permettre. Pardon, cet article 24, qui devrait être découpé en deux lui aussi, qui est la deuxième partie du dispositif qui vise à pouvoir résilier des contrats de location avec des personnes qui seraient soupçonnées d'avoir fait du trafic de stupéfiants. On est sur des niveaux de disposition qui sont extrêmement pénalisants contre des personnes qui peuvent habiter là et qui par ailleurs peuvent venir à pénaliser une famille ou une fratrie pour les agissements d'une seule personne de la fratrie. Dire aux habitants des logements HLM que les responsabilités ou les actes d'une personne du logement pourrait avoir des conséquences sur l'ensemble de la famille, c'est scandaleux. Et vous pouvez très bien avoir dans des fratries ou des jeunes où il y en a un qui participe au trafic de stupéfiants et où il y a les autres de la fratrie qui par ailleurs sont en train de faire des études de médecine, on manque de médecins et où vous allez pénaliser des familles entières, parfois pour les agissements d'un seul, ou quand c'est pas pire, vous allez pénaliser des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le trafic de stupéfiants. Merci, Madame Rigol, le 155. Merci, Monsieur le Président. Je serai courte parce qu'on a déjà débattu du contenu. Je rappellerai juste à Monsieur le rapporteur que les dispositifs légaux pour procéder aux actes concernés par les alinéas 8 à 13 existent déjà à droit constant, que l'on peut donc les solliciter, que rajouter encore des éléments constitue un millefeuille législatif difficilement applicable et que c'est à chaque fois quelque chose qui permet de solliciter ou activer des principes de nullité qui nuisent aux enquêtes et à l'application des peines quand elles ont à être prononcées. Merci. Votre avis, Monsieur le rapporteur? Pardon, un avis défavorable sur ces amendements de suppression. D'abord, il y a des dispositions qui existent à droit constant, vous l'avez dit, héritées notamment de la loi de 1989. Je pense néanmoins, et ça c'est le travail qui a été mené dans nos auditions, que des dispositions nouvelles pouvaient être utiles pour couvrir des réalités qui ne le sont pas correctement aujourd'hui. Qu'il y ait des choses à revoir, on en a également parlé. Et là-dessus, je sais que vous avez un amendement, je vous proposerai une réécriture concernant les intérêts des bailleurs qui n'ont pas notamment leur place ici. Mais donc, par contre, sur la suppression du dispositif global, défavorable.
Nous avons 2 prises de parole, M. Decini, puis M. Léaumont. M. Decini. Oui, merci, Monsieur le Président. Dans cet article et précisément dans ces amendements, il s'agit d'exclure des personnes qui sont liées au trafic de drogue, qui perturbent la tranquillité et le quotidien des habitants d'un immeuble social. Et je rappelle quand même qu'on est à une période où il est très difficile de se loger. Et on a régulièrement, chacun dans nos permanences, des personnes qui sont victimes de violences infraconjugales, qu'il faut reloger, par exemple, ou des personnes en situation de handicap qui n'arrivent pas à avoir de logement décent qui peuvent leur être attribués. Et aujourd'hui, expulser des personnes qui sont en dehors de la loi au bénéfice justement de personnes qui sont victimes et qui ont besoin de logement, moi je trouve que ça va exactement dans le sens de la République qui protège, de la République qui veille au respect des règles et surtout à la tranquillité de chacun. Et c'est pourquoi nous serons bien évidemment opposés à ces articles qui vont dans le sens, encore une fois, non pas des victimes, mais dans le sens de la protection des délinquants et des criminels. Merci, Madame Martin. Merci. Aujourd'hui, ce qui est exigé des locataires, des bailleurs sociaux, c'est une jouissance paisible de leur logement. C'est ça qui est exigé. Et c'est par ailleurs tout à fait légitime. Là, on induirait une deuxième dimension qui serait le fait de ne pas susciter de troubles à l'ordre public sur l'espace public qui n'appartient d'ailleurs pas aux bailleurs. Donc, outre le caractère de subjectivité, effectivement, que cela induit, cela signifierait que l'on expulserait des gens et des familles de leur logement alors qu'elles respectent le fait de ne pas y susciter de troubles. Donc moi, j'y vois là non seulement le fait d'expulser une famille qui a joui d'une façon tout à fait paisible de son logement, et qui donc se verrait mettre en difficulté, avec un bailleur qui demande le concours de la force publique, parce qu'on n'expulse pas les gens comme ça, hein. C'est pas les salariés des bailleurs qui arrivent et qui prennent le buffet et la table et qui mettent tout ça dans la rue. Donc on est dans une situation où on condamne une famille, on la prive de son logement, étant entendu, peut-être ai-je mal regardé, que je n'ai pas vu, ou peut-être est-ce un autre code qui s'applique, étant entendu que je n'ai pas vu que pour autant il y avait une obligation de relogement. Donc autrement dit, on met des familles à la rue qui n'ont pas suscité de troubles à l'ordre public dans leur logement, qui ont respecté les règles liées à la façon dont on doit occuper un logement tel que demandé par les bailleurs sociaux. Et donc ces gens vont se retrouver sans logement, à ce motif-là. Alors que si, encore une fois, on prenait les choses en amont et qu'on créait les conditions pour empêcher l'entrée en trafic des plus jeunes, on ne serait pas dans cette situation. Merci. Donc, je mets aux voix cet amendement CL13 avec avis défavorable de Monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le CL 155, Madame Rigol. Ah, c'était une discussion commune. Donc, je mets aux voix. Pardonnez-moi, ça a déjà eu lieu. Je mets aux voix le 155. Toutes mes excuses. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Toutes mes excuses pour cette confusion. Le 592, Monsieur le rapporteur. Alors, vas-y. Merci. Ici, il s'agit de supprimer la notion d'atteinte aux intérêts des bailleurs. Monsieur Léaumont, je vous en prie. Oui, j'aimerais quand même qu'on s'arrête un petit peu sur ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a plusieurs problèmes qui sont posés. Et je voudrais dire, dans les arguments qui viennent d'être dits dans la discussion, vous dites... c'était Monsieur Decini qui disait ça. Nous, du côté du Rassemblement national, on veut punir ceux qui ne respectent pas la loi, etc. Mais là, c'est pas de ça dont il est question. Là, c'est pas de ça dont il est question. Je vous lis la phrase. Hein. Lorsqu'il constate, on parle du préfet, lorsqu'il constate que les agissements ou les activités de l'occupant actuel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée, et que ces agissements ou ces activités en lien avec des trafics de stupéfiants méconnaissent les obligations, etc., etc. Comment démontre-t-on le lien avec le trafic de stupéfiants? Je veux dire, la question de l'ordre public, etc., à la limite,
elle pourrait s'entendre. C'est-à-dire, on pourrait entendre, bon, bah, il y a un trouble à l'ordre public qui fait qu'il y a une personne qui est compliquée. Mais le lien avec le trafic de stupéfiants, il ne peut être matérialisé que par une enquête et par un procès. Sinon c'est l'arbitraire. Sinon, c'est le préfet qui dit « Ouais, bah là-bas, j'ai vu qu'il y avait du trafic de stupéfiants. » Un peu comme vous nous avez dit, d'ailleurs. Vous nous avez dit « Ça se sait. » Sauf que ça se sait, c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Vous pouvez ni démontrer vous pouvez pas démontrer par des on-dit le trafic de stupéfiants. Il faut le matérialiser. Et c'est pour ça que ces dispositions, elles sont particulièrement attentatoires au droit, petit 1. Et petit 2, j'ai une question pour monsieur le rapporteur. Quid de la trêve hivernale? Parce que comme vous mettez pas d'obligation de relogement, quid de la trêve hivernale? Est-ce que pendant la trêve hivernale, alors dans ce cas-là, on n'expulse pas les gens, c'est-à-dire on lutte contre le trafic de stupéfiants en admettant que ça soit efficace, on lutte contre le trafic de stupéfiants, mais que l'été, voilà. Et puis l'hiver, ma foi, on lutte pas parce que. Donc c'est quoi la règle sur la trêve hivernale? Monsieur Dossigny. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Le Haumont, je sais que vous avez travaillé pendant 1 an et demi sur votre rapport. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de descendre sur un point de deal et de voir un petit peu comment ça se passe. Peut-être que si. Peut-être que si. Mais moi, j'ai ma permanence qui est située à côté d'un point de deal. On le sait que c'est un point de deal parce qu'il y a eu plusieurs interventions de la police, parce qu'il y a eu plusieurs affaires qui ont été traitées sur ce point. On sait très bien que quand on travaille sur l'éradication d'un point de deal, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a beau couper les têtes de réseau, il y en a d'autres qui reviennent. On a beau arrêter certains dealers, il y en a d'autres qui reviennent. On sait que ce site est connu comme étant un point de deal. On sait que les personnes qui y sont, qui mènent certaines activités ou ont déjà été interpellées sont des personnes qui participent au trafic de drogue et donc par la vente de stupéfiants. Là, c'est explicitement précisé qu'on parle bien de stupéfiants, Monsieur Le Haumont. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais sinon, il faut reprendre la lecture du... Mais vous l'avez fait, donc je pense que vous l'avez vu. Donc, effectivement, c'est très bien encadré. C'est sous l'autorité du préfet qui agira en conséquence avec les rapports de la police et de la gendarmerie. Ce sont des personnes qui sont assermentées. Je vous rappelle qu'on profère des droits, des pouvoirs. On profère des pouvoirs aux policiers pour qu'ils nous protègent. Donc derrière, il faut leur faire un peu confiance. Quand vous rentrez dans vos bureaux, à l'entrée de tous les bâtiments, il y a des gardes républicains. Vous leur faites confiance pour vous protéger. Ben là, c'est pareil, on a besoin de leur faire confiance. Eux, ils ont besoin qu'on leur fasse confiance pour les défendre. Madame Rigol. Merci, Monsieur le Président. Des permanences avec des points de deal, je pense qu'on est à un certain nombre sur 577 à en avoir. C'est mon cas, à proximité, pardon, je reformule ma phrase. Des permanences avec des points de deal à proximité sur 577, on est un certain nombre à en avoir, j'en fais partie. Et vous voyez, il y a deux choix dans ces cas-là. Soit on reste inactif et on laisse les choses faire, ce qui, semble-t-il, est votre choix. Soit on agit, on discute avec les habitants, on discute avec la préfecture, on discute avec les forces de police et on discute avec la municipalité et on avance. Ce qui est pour ma part ce que j'ai fait. Je vous conseillerais peut-être de faire ça plutôt que de passer votre temps à regarder les points de deal. Merci. Je mets aux voix ce 592 de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. J'en viens au 156. Madame Rigol. Ah, il fait tout. Pardon, vous l'avez dit en plus. Il me semble que le 156 tombe. Le 157 tombe. Le 158, Madame Rigol. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, c'est dans la même logique que les précédentes, toujours le même argumentaire. Je vais donc vous dire qu'il s'agit d'un amendement défendu. Monsieur le rapporteur, pardon. C'est un avis défavorable. Nous permettons au préfet, le cas échéant, si le bailleur ne le fait pas, de pouvoir saisir le juge aux fins de résiliation du bail d'un locataire qui ne respecte pas l'usage paisible. Donc, pareil, c'est le même argumentaire que celui que j'ai développé au point défavorable, très bien. Madame Martin. Mais il respecte l'usage paisible. C'est pas le bon argument, là. Attention, hein. C'est bien question de l'usage paisible du logement. L'endroit, quand vous avez privative... dites... Quand même, c'est l'usage privatif du logement. C'est ça la question de l'usage. Mais sinon, admettons que ce soit une bonne chose, sinon il le ferait. Vous le savez très bien. Et il y a une partie des bailleurs qui sont peut-être pas les plus sociaux, mais peu importe, laissons ça de côté, qui de toute façon le feraient. S'ils ne le font pas, c'est que la loi aujourd'hui ne leur permet pas.
Bien. Donc, il y a une forme de distorsion et on demande aux locataires et à la famille, voire aux parents, de garantir ce qu'il se passe sur l'espace public qui n'appartient pas aux bailleurs. Et il y a quand même, reste quand même ce sujet. C'est quoi les abords? Qu'est-ce que ça veut dire, les abords? Ça veut dire juste en bas? Ça veut dire à 2 mètres des escaliers, à 10, à 20, à 30? Ça veut dire quoi, les abords? Jusque dans la route qui longe le quartier qui est concerné. On ne peut pas engager un tel changement philosophique sans savoir précisément où et comment les choses vont s'appliquer. Outre le fait que ça ne sert à rien, outre le fait que c'est injuste, on ouvre une brèche qui n'est pas acceptable, me semble-t-il, quand on fabrique la loi. De surcroît, avons-nous consulté l'USH d'une manière précise là-dessus? Précise. Moi, j'en suis pas certaine. Or, c'est eux qui fédèrent tous les bailleurs, quels qu'ils soient, et quel que soit leur statut. Merci. Madame Rigol, vous aviez quelques éléments à ajouter, peut-être? Madame Martin, votre micro. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le rapporteur, tout à l'heure, vous m'avez dit sur la défense d'un précédent amendement que, justement, sur l'intérêt des bailleurs, vous proposiez une rédaction. Si j'ai bien compris, c'était le 592 que vous proposiez de travailler sur cette question. Et donc, je ne vois pas à quel endroit vous retravaillez sur cette question. Donc, je me permets de vous relancer sur votre proposition initiale. Monsieur le rapporteur. Alors juste en 2 mots, l'USH pour Madame Martin, on les a consultés bien sûr et on les a même auditionnés dans le cadre de ces travaux, ils y sont favorables et le 592 a enlevé la mention de l'intérêt. Merci. Donc je soumets aux voix ce 158 présenté par Madame Rigol avec avis défavorable de Monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Le 308, Monsieur De Signy. Merci Monsieur le Président. Madame Rigol, je vous remercie d'avoir fait le nécessaire pour les habitants de Seine-et-Marne, mais visiblement c'est insuffisant encore, donc je vous invite à continuer vos efforts. Si vous voulez lutter contre le trafic de drogue, eh bien commencez déjà par voter les amendements de ce texte qui vont dans ce sens. Et si vous voulez que sur votre point de deal, il y ait moins de dealers et plus de tranquillité, je vous invite à voter cet amendement qui permettra donc de rajouter après le mot stupéfiant ou relevant de la délinquance et de la criminalité organisée. Comme ça, ça fera plaisir à vos petits copains aussi, puisqu'on touchera plus largement non seulement le bas, mais aussi le milieu et voire le haut du spectre. Pourquoi pas? Monsieur le rapporteur. C'est un avis défavorable sur cet amendement. Monsieur Léaumont, pardon, et Madame Rigol. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi j'ai un sujet sur la rédaction de l'amendement, parce qu'il est inscrit... Donc trafic de stupéfiants ou relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée et eux. Ce qui veut dire que potentiellement, tel que c'est rédigé là, toute la délinquance pourrait être considérée comme un motif suffisant pour expulser quelqu'un de son logement. Je trouve que c'est... Enfin déjà, je trouvais ça exagéré de base, mais alors je trouve que c'est carrément liberticide. Et ensuite, pour répondre à Monsieur De Signy sur le point de deal à côté de sa permanence. Déjà... Posez-vous des questions. Enfin bon. Mais moi, il n'y a pas de point de deal à côté de ma permanence. Sur la question du point de deal à côté de la permanence, vous dites les policiers reviennent fréquemment et on essaye de faire partir ce point de deal, etc. Mais ça marche pas. Même quand on coupe les têtes de réseau, ça marche pas. Vous avez la certitude que les têtes de réseau ont été coupées? Vous avez la certitude du fait que l'approvisionnement de la drogue a été empêché? Et puis, par ailleurs, vous avez parlé des personnes assermentées. Et de fait, effectivement, les personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique sont assermentées, c'est-à-dire elles doivent prêter serment. Et moi, j'ai effectivement une forme de respect pour les autorités d'une manière générale, mais je suis au regret de constater que parfois elles mentent. Et que parfois, même, il y a de la corruption à l'intérieur des personnes assermentées. En ce moment même, il y a un procès qui concerne des policiers qui avaient mis en œuvre un trafic de stupéfiants en lien avec la Guyane et l'aéroport de Cayenne. Donc, le fait de prêter serment n'empêche pas de rompre son serment. Et ça n'est pas faire insulte aux policiers que de dire que ceux qui salissent l'uniforme sont précisément ceux qui s'adonnent à ce type de pratique. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça, et je suis bien content qu'en l'occurrence, qu'ils soient policiers, qu'ils ne soient pas policiers, mais que quand on n'a pas respecté la loi, on passe devant le tribunal. Merci, et qu'on soit jugé. Madame Rigol. Merci, Monsieur le Président. Oui. Après, on pourrait
Enfin, si vraiment on voulait que la police n'ait plus aucun moyen de fonctionner, je pense qu'il faudrait voter votre amendement, monsieur De Signy. Parce que si on applique tout à tous les cas de délinquance, bon, déjà, on va avoir beaucoup de phénomènes de discrimination. Vous savez, les propos racistes, homophobes, etc. Donc, il y aurait beaucoup de gens qui seraient concernés. Ben oui, ça en fait partie. Quand vous dites délinquance, ça inclut absolument tout. Et de fait, si on veut emboliser totalement nos services de police, de justice, faire en sorte que plus rien ne puisse être traité avec un ordre de qui sont les têtes de réseau, qui sont les gens qui ont de la petite délinquance, eh bien, appliquons votre article. Je pense que là, pour le coup, côté police, côté... Voilà, tout le monde serait absolument ravi de vous voir emboliser l'intégralité de ceux qui assurent et censés assurer la sécurité des personnes. Vous l'avez fait plusieurs fois, ce n'est pas le premier amendement. Je suis assez surprise d'un étiage aussi large que relevant de toute la délinquance. Merci. Je mets au voix le 308 avec avis défavorable de monsieur le rapporteur qui est pour. L'amendement de monsieur De Signy qui est contre. Il est rejeté. Nous en venons au 328. Non, il n'est pas défendu. Votre amendement rédactionnel, monsieur le rapporteur, qui est pour l'amendement rédactionnel. Je vous en prie, monsieur. Vous avez déjà fait une remarque orthographique, je vous en prie. Hyper rapide, c'est parce qu'il n'y a du coup pas les mêmes rédactions entre les deux parties du texte. Un coup, c'est mis le représentant de l'État dans le département et à Paris, le préfet de police. Et là, du coup, maintenant, c'est le représentant de l'État dans le département. Quid de Paris? Alors, monsieur le rapporteur, sur cette question... C'est un bon point, on va l'harmoniser. Très bien. Bravo, monsieur Léaumont. Ouais. Bravo. Donc, à retravailler... à retravailler pour la séance. Vous le retirez, je suppose. Il le retire. Amendement rédactionnel, le 588 qui est pour... Qui est contre? Je vous remercie. Même avis, même vote pour le 589. Même avis, même vote sur le 590. Même avis sur le... Et même vote sur le 591. Madame Brigol, le 159. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est encore un amendement de repli, après tous les amendements de repli qu'on a déjà croisés. Mais il s'agit d'éviter que des personnes se trouvent à la rue à l'issue de la procédure. J'ai cru entendre dans vos réponses et vos défenses, Monsieur le rapporteur, que c'était quelque chose que vous aviez en tête, mais qu'à ce jour, il n'y a pas de réponse apportée à cette question. Or là, on parle de famille, on parle d'enfants, on parle de mineurs, on parle de personnes qui n'ont probablement rien à voir avec les délits qui sont reprochés à la personne qui est poursuivie. Bref, un amendement de repli extrêmement nécessaire vu que tout le reste a été rejeté. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. C'est un avis défavorable. En réalité, le sujet du relogement il est déjà prévu par le Code de la construction et de l'habitation. Notre objectif ici, ce n'est pas de modifier les dispositions qui existent depuis notamment 1998, mais simplement d'élargir l'obligation d'usage paisible aux abords du logement et pas simplement à l'intérieur du logement. Nous ne touchons pas au reste de la procédure et je ne souhaite pas le faire. Merci. Monsieur Léaumont. Oui, c'est plus une demande une question. Il n'y a pas de procédure de contradictoire vis-à-vis de ces injonctions d'expulsion. Le préfet décide tout seul comme ça, on vire une famille de son logement, on résilie le bail, et il n'y a pas de procédure de contradictoire, ou bien il y a une procédure de contradictoire. Et si procédure de contradictoire il y a, est-ce qu'il s'agit d'une procédure qui peut être cassée a posteriori, et où on a déjà envoyé les gens en disant allez hop, dégagez-moi d'ici, ou bien est-ce que c'est une procédure qui intervient a priori? Je vous dis pourquoi, parce que potentiellement vous pouvez fragiliser des familles, et notamment des enfants. Moi, c'est surtout aux enfants que je pense. Alors, c'est peut-être ma fibre paternelle qui s'exprime à cette occasion. Mais je me dis, mettons, il y en a un dans la fratrie qui a participé au trafic de stupéfiants. Et c'est pas bien de participer au trafic de stupéfiants, on n'est pas d'accord avec ça. Bon, après, moi, je suis pas pour expulser l'intégralité de la famille du logement. Mais bon, on vient dire, allez, Michel, il a participé au trafic de stupéfiants, boum, on expulse toute la famille. Ben, je suis désolé, s'il y a un gamin de 5 ans qui est scolarisé et qu'on expulse la famille et que la famille est obligée de se reloger dans un autre endroit, vous faites comment? Vous allez donc en plus rajouter des difficultés en matière d'éducation, alors que précisément on sait que les difficultés en matière d'éducation sont justement des éléments
pas prédictifs, mais qui peuvent venir compliquer l'entrée dans le trafic de stupéfiants, enfin faciliter l'entrée dans le trafic de stupéfiants. Voilà, moi je suis assez inquiet de ces dispositions qu'on est là en train de prendre un peu vite, à mon avis. Monsieur de Signy. Merci, Monsieur le Président. Avec cet amendement encore de suppression d'une partie du dispositif, on verra, comme c'est le dernier amendement sur le texte avant les rapports, qu'on pourrait constater, et là ce sera vraiment factuel, que tout au long de l'examen de cette loi, la gauche et l'extrême gauche n'a eu pour objectif que de détricoter, mais c'était annoncé déjà dès le départ par Monsieur Léaumont, détricoter ce texte de manière à ne donner absolument aucun moyen nouveau aux forces de l'ordre, voire à leur en retirer pour lutter contre le trafic de drogue, contre le narcotrafic. Vous n'avez de cesse de dire qu'il n'y a pas de moyens, mais vous ne votez pas les budgets. Une fois de plus, je le rappelle, ça paraît important de le souligner. Vous ne faites rien pour lutter contre le trafic de drogue. Vous avez étudié le texte pendant 1 an et demi, mais vous n'avez ressorti rien. Vous n'avez rien ressorti dans ces amendements qui permettent de l'améliorer. Au contraire, vous avez servi de votre travail pour détruire ce texte qui, certes, on l'a dit, est insuffisant car il ne couvre pas ni la partie prévention, ni la partie médicale, ni la partie sociale. On le sait, on l'a dit, effectivement, il n'y a pas de moyens financiers derrière non plus. Il faudrait peut-être suggérer au ministre de mettre en place un PLFR afin de pouvoir lui donner les moyens de pouvoir appliquer ce texte a posteriori. Mais une fois de plus, vous avez été les très grands défenseurs de tous ceux qui enfreignent la loi, de tous les narcotrafiquants. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent vous remercier sincèrement pour avoir réussi à retirer une partie du dispositif policier qui leur permet Merci madame de me laisser parler. Je vous ai respecté quand vous avez pris la parole. Madame vous ne l'avez pas Martin, pris beaucoup, mais je vous ai respecté quand vous l'avez prise. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous leur avez donné les moyens de pouvoir continuer tranquillement. Effectivement, c'est eux qui, ce soir, vont dormir sur leurs 2 oreilles. Et les victimes, pendant ce temps-là, elles vont continuer à subir les trafics de drogue et tout ce qui va avec. Merci pour eux. Merci. Je soumets l'amendement 159 avec avis défavorable de Monsieur le rapporteur à notre vote. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous en venons par conséquent au vote sur l'ensemble de l'article 24 ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en venons donc à l'article additionnel après l'article 24 avec une série d'amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Monsieur Gillet, le 126. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur et chers collègues. Les bourses nationales sont payées par la solidarité nationale. C'est un soutien destiné aux étudiants qui en ont réellement besoin pour réussir leurs études et bâtir leur avenir. Elles incarnent un engagement fort de la nation envers sa jeunesse et ne doivent en aucun cas être détournées au profit de ceux qui choisissent de bafouer la loi. Le trafic de drogue en milieu étudiant est une réalité préoccupante. On peut même d'ailleurs être étudiant dealer et devenir chroniqueur TV et ensuite député. Et derrière chaque vente de ces dealers, ce sont des addictions qui se développent, des parcours brisés, une insécurité qui gangrène nos campus. Alors face à cela, cet amendement du Rassemblement national établit une position claire et de bon sens. Les individus définitivement condamnés pour des trafics de stupéfiants doivent être exclus du bénéfice des bourses nationales sur critères sociaux. Il s'agit d'une mesure de justice et de responsabilité. Elle affirme avec fermeté que l'État ne peut pas, d'un côté, lutter contre le trafic de drogue et de l'autre, continuer à financer ceux qui en sont les auteurs. C'est une disposition qui est également dissuasive. Elle envoie un message clair. S'engager dans des activités criminelles entraîne des conséquences concrètes. Ceux qui font le choix du trafic ne peuvent prétendre au même droit que ceux qui respectent les règles. C'est du bon sens. Glissez-vous sur le 226, monsieur le député. Alors le 226, Monsieur le Président, l'implication des mineurs dans le trafic de stupéfiants est un phénomène dramatique qui gangrène nos quartiers et détruit des vies. On en a largement parlé lors de nos discussions. Les trafiquants de drogue enrôlent aujourd'hui des enfants toujours plus jeunes. Dès 11 ou 12 ans, certains sont utilisés comme guetteurs ou revendeurs, envoyés
en première ligne pour faire le travail des criminels qui, eux, restent dans l'ombre. Le RN propose, à travers cet amendement, de suspendre le versement des allocations familiales aux parents dont les enfants ont été déclarés coupables de trafic de stupéfiants, parce que autant certains parents sont en détresse et appellent à l'aide, autant d'autres parents laissent faire et profitent d'ailleurs de l'argent que rapporte le trafic effectué par leurs enfants. Donc c'est une mesure de bon sens que nous proposons là, et c'est un souhait d'ailleurs très largement partagé par les Français. Merci. Le 364 de M. Di Filippo n'est pas défendu. Votre avis, monsieur le rapporteur, sur ces amendements en discussion commune? Défavorable sur les 2 amendements. Je mets aux voix. Non, M. Léaumont a demandé la parole. Oui, pardon, je demande la parole sur ça parce que je trouve ça pas malin, si je peux me permettre. Vous avez une logique, vous dites, alors, donc, si jamais il y a un gamin qui est condamné pour trafic de stupéfiants, et qu'après, par un miracle absolu, il revenait dans un cycle d'études, il obtenait le bac et il faisait des études supérieures dans, mettons, la médecine, puisqu'on manque de médecins, ce qui serait utile pour le pays d'avoir des gens qui étaient des dealers et qui deviennent des médecins, ça serait utile pour le pays, figurez-vous. Eh bien, bah oui, mais il n'y en a pas beaucoup, mais vous proposez de leur supprimer les bourses. Donc si vous supprimez les bourses, il n'y en aura pas. Et ben moi, je préfère que quelqu'un qui était dealer quand il avait 16 ans, suive des études et des bourses et puisse devenir un médecin qui sera utile notamment pour les déserts médicaux. Ensuite, sur les allocations familiales, alors là c'est le pompon. Donc vous êtes en train de dire qu'un gamin, on parle d'un gamin, vous avez dit un gamin de 12 ans qui est utilisé dans le trafic machin. Donc le gamin de 12 ans il est utilisé dans le trafic, il ramène par ce moyen-là de l'argent. Il ramène de l'argent. Donc du coup, le gamin qui ramène de l'argent, on va supprimer les allocations familiales aux parents. Comme ça, c'est le gamin qui va devenir celui qui ramène de l'argent dans la famille. Oh bah bravo les champions. Alors là, c'est génial. C'est le gamin qui va ramener de l'argent avec le trafic de stupes, plutôt que l'État qui viendrait en aide aux parents dont les gamins sont dans le trafic de stupes. On est dans un niveau de ridicule où, ma foi, je veux dire, même sur l'efficacité de la lutte contre le trafic de stupéfiants, je commence à avoir quelques doutes sur ce que vous êtes en train de faire, parce que vous encouragez les gamins à faire du trafic de stupéfiants. Merci. Je mets aux voix l'amendement 126 de M. Gillet avec avis défavorable de M. le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Même avis, même vote pour le 226. Merci. Nous passons au 92 de Mme Borne. C'est M. Decini qui le défend. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement va faire l'unanimité, je n'en ai aucun doute, puisqu'il vise à établir un rapport sur l'effectivité de cette loi que nous sommes en train de voter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il va falloir mettre en place des moyens financiers supplémentaires. J'espère que le gouvernement a prévu et anticipé cela avec un PLFR qui va nous arriver bientôt, qui permettra de débloquer des fonds pour lutter contre le narcotrafic. Et donc je pense que nos collègues de gauche et d'extrême gauche qui n'ont eu de cesse de dire que ce projet de loi ne sert à rien vont le voter dès demain. Comme ça, on aura un rapport qui pourra en établir l'effectivité. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous ouvrons le printemps de l'évaluation avec ces nombreux amendements sur les rapports. C'est un avis défavorable sur celui-ci, sur les autres. D'abord, on sera toujours à temps en commission des lois de mener une mission d'information, ou en tout cas tout autre rapport que l'on pourra organiser une fois les différentes mesures mises en place et votées. Certains, avant, j'aimerais bien les rétablir en séance, mais donc c'est un avis défavorable sur cet amendement. Merci. Je mets aux voix ce 92 avec avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous en venons à une série d'amendements pour être soumis à une discussion commune. Le 314 est-il défendu? Je ne crois pas. Le 192, Monsieur Vico. Il est défendu. Le 193 également, Monsieur Vico. Tout à fait. Le 313. Alors, Madame Obono. Je vais le défendre et si vous le voulez bien, Monsieur le Président, je vais également défendre le 374. Avec grand plaisir. Puisqu'il s'agit donc d'un sujet qu'on a abordé
au début de ce texte et depuis tout le long, c'est une demande de rapport, effectivement, je le rappelle, puisque nous sommes sur une proposition de loi qui n'a pas fait l'objet d'études d'impact, donc un texte qui se fait littéralement à l'aveugle sur un sujet aussi important. Et nous pensons qu'il serait nécessaire d'avoir un peu plus d'éléments d'évaluation sur les moyens humains et financiers des juridictions pénales spécialisées, ainsi que de savoir quelle serait l'opportunité d'en créer des nouvelles dans les collectivités d'outre-mer et en France hexagonale, dans le cadre du renforcement justement de l'organisation de la lutte contre le grand banditisme et la délinquance financière. C'est pour le 373 et le 374 concerne précisément les moyens humains et financiers de la juridiction nationale chargée des affaires de criminalité organisée, qui nous semble, nous, être l'instance et l'institution à renforcer et auquel donner les moyens de ce travail. Je rappelle qu'à ce propos, devant la commission d'enquête du Sénat sur le trafic de stupéfiants en décembre 2023, tous les magistrats et magistrates de la Junalco et du parquet de Paris ont pointé le manque de moyens humains et en particulier informatiques. La vice-présidente chargée de l'instruction parlait d'un manque d'assistants spécialisés et un environnement informatique totalement inadapté. Seul un assistant spécialisé pour 9 cabinets d'instruction. Voilà l'état. De plus, certains experts ne veulent plus travailler avec la Junalco parce qu'ils sont payés avec beaucoup de retard au titre des frais de justice, des effectifs des services à caractère financier sont sous-dimensionnés. Vous voyez, c'est quelques exemples qui montrent qu'il y aurait, sans avoir besoin de faire de l'inflation pénale, de l'inflation parlementaire, de quoi améliorer le travail des agents du service public qui sont déjà à pied d'œuvre pour lutter contre la criminalité organisée. Et ces rapports que nous demandons permettraient d'en établir avec plus de précision et de détails quels sont leurs besoins pour pouvoir y répondre concrètement. Merci. Alors, monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements identiques, en discussion commune, pardon. Alors, sans donner le sentiment de renverser ma position sur les demandes de rapport, simplement rappeler qu'on ne légifère pas à l'aveugle. Si on prend simplement le cas du PNACO, on tient compte des retours de la mission de préfiguration, de ses conclusions, du point d'étape qui nous a été donné. On aura bientôt les travaux définitifs, notamment sur la coordination PNACO-GIRS, qui nous permettra d'affiner le dispositif en séance. Merci. Monsieur Léaumont. Merci, Monsieur le Président. Simplement pour vous donner un peu une philosophie générale. Ce qu'on donne D'ailleurs, on est d'accord avec Monsieur Mendes sur ce sujet, donc je pense que nos collègues Renaissance pourraient être favorables à ces demandes de rapport, faute de mieux. Mais ce qu'on propose avec Monsieur Mendes, c'est augmenter les moyens des GIRS. Peut-être même faudrait-il démultiplier ces GIRS. Je vous prends un exemple très concret. La GIRS qui est censée s'occuper de la Guyane, elle n'est pas en Guyane. Et non, elle n'est pas en Guyane. Donc c'est un peu problématique quand même. C'est en Martinique, je crois, ou en Guadeloupe. Je me souviens plus si c'est en Martinique ou en Guadeloupe, mais ça n'est pas en Guyane. Ça pourrait être intéressant de mettre des moyens supplémentaires. Par ailleurs, mettre des moyens supplémentaires dans le tribunal de Cayenne, je pense que ça ferait aussi bien plaisir aux personnes qui travaillent dans le tribunal de Cayenne, parce que figurez-vous qu'à l'heure actuelle, quand on arrive au tribunal de Cayenne, c'est des locaux d'Air France dans lesquels on entre. Hein, c'est un peu ridicule quand même quand on va mettre les gens en prison de leur proposer de prendre l'avion. Pour rentrer dans le détail donc, de ce que je voulais vous dire, sur la Junalco notamment, il y a des problèmes qui sont posés, je l'ai déjà dit, je l'ai d'ailleurs communiqué directement au ministre de la Justice, mais des problèmes qui sont posés notamment dans les logiciels utilisés pour la lutte contre le blanchiment. On ne parle pas d'énormes moyens, hein. On parle de licences de logiciels qui sont un peu chères, qui coûtent 80 000 €, mais qui permettent de lutter contre le blanchiment. Et je pense que ça serait utile de renforcer les moyens de la Junalco. Merci. Alors, monsieur le rapporteur, vous avez donné un avis défavorable. Nous allons passer au vote. Le 314 n'était pas défendu. Le 192 de monsieur Vico qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Même avis, même vote pour le 193. Même avis, même vote 313. Même avis, même vote pour le 374. Je vous remercie. Nous en passons aux amendements suivants. Le 232, monsieur Vico. On est sur les rapports, monsieur Vico. Oui, monsieur le Président. Effectivement, je ne l'avais pas en tête. Je n'étais pas au clair. Disons les choses comme elles sont. Oui, il s'agit dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la loi que le gouvernement remette au Parlement un rapport visant à déterminer les possibilités offertes par les sites de paris en ligne
dans le cadre du blanchiment d'argent issu de la criminalité organisée. Vous glissez sur le suivant? Oui, glissons. Il s'agit également, dans un délai de 3 mois, que le gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de déterminer les effets de la présente loi, notamment de son article 3, sur la lutte contre le narcotrafic lorsqu'il y a lieu dans les locaux ayant le statut de locaux associatifs. Très bien. Qui présente le 375? Madame Martin. Oui, merci beaucoup. On peut inventer tous les dispositifs les plus sévères qui soient. Si on n'a pas les moyens de lutter par les briques les plus essentielles, de lutter contre le crime organisé et contre le blanchiment, c'est quand même un coup d'épée dans l'eau. C'est les raisons pour lesquelles il nous semble important d'attribuer des moyens conséquents et à la hauteur de ce qu'il est nécessaire de faire à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dont nous parlions, je crois, hier et avant-hier. C'est d'ailleurs ces raisons-là qui expliquent que nous ne votions pas certains budgets. Des budgets peuvent être importants, mais ne pas être consacrés aux bons objets. Si finalement le budget pour la justice sert à créer 15 000 places de prison qui seront remplies aussi vite qu'elles seront construites, sans qu'il y ait de changement de stratégie réelle, par exemple, dans la lutte contre la criminalité, ça ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle, par exemple, une des raisons pour lesquelles, par exemple, nous n'avons pas voté les budgets qui étaient consacrés à la justice. Merci. Le 248, Monsieur Taverne. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, en 30 secondes, en fait, c'est un amendement d'appel, puisque effectivement, les réseaux criminels profitent des crypto-monnaies, du blanchiment. Tout est géré par la brigade financière. Et en fait, ils ont, ces enquêteurs de la financière, une problématique, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment formés. À chaque fois qu'il y a des tentatives de blanchiment ou alors qu'il y a des dossiers relevant de la crypto-monnaie, ils sont systématiquement obligés de solliciter l'OFAC, l'Office anti-cybercriminalité. Et le problème, c'est que l'OFAC, tous les lundis matin, ils ont une tonne de dossiers, ils ne peuvent pas tout traiter. Donc ce que demandent juste les policiers, c'est de pouvoir bénéficier de formations supplémentaires concernant la crypto-monnaie. Merci. Monsieur le rapporteur, votre avis? Avis inchangé, défavorable. Monsieur Bernalicis. Oui. Bon, pour revenir sur les sujets qui sont abordés par ces amendements, notamment sur la grâce, je l'avais défendu déjà, tout en votant favorablement avec la dernière loi qui permettait d'étendre les missions de la grâce, qui est évidemment sur notamment l'affectation sociale des biens mal acquis. C'est que ce sont en plus des fonctionnaires, il faut le dire, qui ont une rentabilité extraordinaire. Ça coûte pas, voilà, point. Ça rapporte. Ce sont des fonctionnaires qui rapportent de l'argent. Et beaucoup. Je comprends même pas qu'on soit encore frileux pour augmenter drastiquement les moyens de la grâce ou les moyens du PNF, sauf à dire qu'il n'y a pas de volonté politique de vraiment lutter contre la délinquance économique et financière. Je ne veux pas rentrer sur ce terrain-là. Et du haut du spectre, évidemment, encore que la grâce a de plus en plus sur la délinquance de moyenne intensité ou de basse intensité, développé des saisies et confiscations quasi beaucoup plus fréquentes avec des montants moyens qui se sont abaissés. Donc on peut même faire les deux. Donc vraiment il y a cet enjeu de moyens. Et sur l'amendement de Monsieur Taverne sur la formation sur les cryptos, mais ça vaut en fait sur la formation sur l'écofi en général. Il y a très peu de policiers formés sur l'écofi en général, mais il faut aussi dire une autre chose, c'est qu'il y a très peu de policiers qui demandent à être formés sur l'écofi. C'est un autre sujet. Et je plaide depuis des mois et des mois, pas dire des années, je peux dire des années en fait, si maintenant je vieillis, pour qu'on revienne sur le concours unique de police et qu'on puisse faire des recrutements dédiés sur des gens qui sont intéressés sur ces missions-là. Comme on avait vu que quand on demandait aux inspecteurs des finances pour devenir officier fiscal judiciaire, il y avait beaucoup de candidats pour peu de postes. Et donc c'est aussi dans cette direction-là qu'il faut aller, mais il y a un dogmatisme au sein de la DRH du ministère de l'Intérieur pour dire « Ah non, concours commun, fin de l'histoire ». Donc je pense qu'il faut vraiment évoluer sur ces sujets-là, et c'est pas superfétatoire que de demander ces rapports. Nous en venons donc au vote sur ces amendements en discussion commune. Le 232 de Monsieur Vico, avec avis défavorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Même un vote sur le 233.
Même avis, même vote sur le 375. Même chose sur le 248. Merci. Nous en passons. Comment ça s'est inversé? Oui, tout à fait. C'est pour ça que vous souriez. On s'est mal compris, surtout. Donc, le 248, qui est pour? Qui est contre? Toutes mes excuses. Les amendements suivants en discussion commune, le 129, Monsieur Gillet. Et merci, Monsieur le Président. Le trafic de stupéfiants par voie aérienne notamment est un fléau entre la Guyane et l'Hexagone. Nous le savons, la liaison aérienne Paris-Cayenne est l'une des principales routes d'acheminement de la cocaïne vers l'Europe. Sur chaque vol commercial, des passeurs, des mules, transportent des stupéfiants dissimulés dans leurs bagages ou, plus gravement d'ailleurs, directement dans leur corps. Ce trafic alimente la criminalité, finance les réseaux mafieux, gangrène nos territoires. Alors face à cette situation alarmante, des mesures ont été prises dans le passé, notamment la mise en place du dispositif 100% à l'aéroport de Cayenne. Ce filtrage intégral des voyageurs a pour objectif de dissuader les trafiquants, d'intercepter les passeurs, de perturber les circuits logistiques des cartels. C'est un dispositif plutôt efficace que j'ai pu constater moi-même d'ailleurs il y a 2 ans lors d'une mission parlementaire. Pour autant, soyons clairs, les trafiquants n'ont de cesse d'adapter leurs méthodes. Et donc, il y a lieu d'évaluer ce dispositif. Les efforts sont-ils suffisants? Sont-ils efficaces sur le long terme? Les effectifs, d'ailleurs, dédiés à cette opération 100% sont-ils suffisants? Les forces de l'ordre eux-mêmes, d'ailleurs, demandent à ce qu'il y ait une évolution du dispositif. Et donc, cet amendement propose un rapport d'évaluation sur l'impact réel de ces contrôles et envisager les pistes d'amélioration. Merci. Qui présente le 369? Ce sera moi, Monsieur le Président. Non, parce que vous n'êtes pas signataire, Madame Comment Obono. ça? Mais oui, tout à fait. Désolé. Donc c'est à quelqu'un d'autre. Je fais le rebond après. Bon, je vais faire une présentation. Tu veux faire? Allez, chers collègues, allons-y. Et puis après, je fais le suivant. Allez, on avance, présentation commune des deux qui sont là. Très bien. Le premier, c'est un rapport sur l'exploitation criminelle des mineurs par la criminalité organisée. Et je laisserai Madame Obono vous détailler cette proposition en rebond. Le 387, c'est un amendement que j'ai souhaité déposer parce que dans le rapport qu'on a fait sur le trafic de stupéfiants, il y a donc la question des mules qui est posée. C'est-à-dire des personnes qui vont notamment traverser l'Atlantique pour ramener de la cocaïne, spécialement de la cocaïne, sur le sol hexagonal. Nos camarades et collègues d'ailleurs de Guyane disent que le dispositif 100% contrôle, qui est donc le dispositif qui cherche à empêcher les personnes de prendre l'avion qui auraient de la cocaïne, il a des difficultés sur le plan du droit, mais surtout il ne revient pas à lutter contre le trafic de stupéfiants en Guyane. Il revient éventuellement à empêcher une partie du trafic de traverser l'Atlantique, mais c'est tout. Ensuite, il y a des questions qui sont posées, et c'est l'objet de cette demande de rapport, sur l'arrivée des mules sur le sol hexagonal. Et notamment, je vais vous prendre le cas de l'aéroport d'Orly. Que se passe-t-il à Orly? Eh bien, comme les mules dépendent directement de l'OFAST, on amène donc les mules à l'Institut médico-légal qui est au cœur de Paris. En fonction de la circulation, ça peut prendre une demi-heure, comme ça peut prendre 1h30. Et puis, arrivé là, comme ça doit être remis, comme les mules doivent être remises à l'OFAST, si jamais on est après 18h, l'OFAST est fermé après 18h, et donc les douaniers qui arrivent à cet endroit-là doivent attendre toute la nuit pour pouvoir les remettre à l'OFAST. On marche sur la tête, quoi. Ça veut dire qu'au bout de 3 personnes qui sont attrapées à raison de 2 douaniers par personne, la frontière est libre. C'est un problème. On propose donc dans le rapport de mettre en place des unités médico-légales intégrées au sein des aéroports, et je pense que ça serait une piste assez intéressante à creuser. Merci. Monsieur le rapporteur. Défavorable sur ces demandes de rapport. Très bien. Une prise de parole de Madame Obono. Oui, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir quand même. C'est dommage que le rapporteur donne un avis négatif sans expliquer pourquoi. Notamment, il est contre le fait
d'analyser de manière plus précise la question de l'exploitation criminelle des mineurs par la criminalité organisée. Je rappelle que c'est un des points mis en avant par l'UNICEF qui s'est exprimé sur cette proposition de loi et pointait justement le fait que pour lutter contre l'exploitation de ces mineurs, il n'y avait aucune proposition, et on a vu tout au long du texte, sans même parler des déclarations nombreuses des ministres, des caricatures qui sont faites sur les mineurs, leurs familles, etc. Ce qu'on sait de ce que pointent notamment les rapports de l'UNICEF au niveau européen, c'est que certaines politiques gouvernementales, justement précisément celles menées dans l'optique et le cadre de pensée de la guerre contre la drogue, en fait, contribuent involontairement à perpétuer le problème justement de la suggestion de ces mineurs. Et donc, il y aurait nécessité à réfléchir sur le sujet, et je crois que ce rapport serait d'utilité public par rapport à ce que est censé viser cette proposition de loi. Monsieur Gillet. Non, simplement pour préciser sur le problème des mules à l'aéroport de Cayenne, pour bien comprendre l'ampleur du phénomène. Quand l'opération 100% a été lancée, l'État a largement communiqué, justement pour faire savoir que ce dispositif était en place. Les premiers jours, 80% des places dans les avions étaient vides au départ de l'avion, parce que 80% des passagers ne se présentaient pas in fine à l'aéroport de peur d'être pris la main dans le sac. Quelques mois après, moi quand j'y suis allé, l'opération avait déjà commencé depuis quelques mois, vous aviez à peu près la moitié des passagers, parfois plus, qui étaient ou bien des mules ou suspectés d'être des mules, donc des gens qui refusaient de se soumettre à certains contrôles. Et donc les avions partaient à moitié vides. Voilà l'ampleur un peu, et ce sont des avions quotidiens avec 300-400 places dans les avions. Et donc à chaque vol, ce sont 200, parfois plus, 200 mules dans les passagers. Donc, voilà. L'ampleur du phénomène est vraiment réelle, et donc il y a un vrai sujet, mais effectivement, l'opération 100% empêche la cocaïne de passer en Europe, n'empêche évidemment pas le trafic en Guyane. Merci. Nous en venons aux voix sur cet amendement, cette série d'amendements. Le 129 de M. Gillet qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 369 qui est pour, qui est contre. Il est... Alors attendez. Là, il est rejeté. Non, mais il est rejeté. Même avis, même vote pour le 387. Je vous remercie. Les amendements en discussion commune. Le 83, qui le présente ? Il nous paraîtrait, on trouve que sur ce sujet des repentis ou des collaborateurs de justice, nous ayons avancé. Et pour nous, dans cette loi, dans ce qui va devenir cette loi, c'est quelque chose qui est positif. Et justement, comme c'est quelque chose de positif, justement comme c'est quelque chose qui nous paraît ne pas relever d'une répression absolue, échevelée, etc., tous azimuts, il nous semblerait important d'évaluer l'impact et l'intérêt de cette fonction, pour cette fonction. Mais aussi parce que nous avons eu un certain nombre de débats autour des repentis qui mériteraient désormais d'être creusés. La nature de la peine, si peine de prison il y a, comment celle-ci se déroule, où est-ce qu'elle se déroule, s'il y a besoin, entre guillemets, pardon du terme, d'exfiltrer quelqu'un, eh bien, comment cela peut se passer, etc. Donc, du coup, pour continuer à poursuivre le travail autour de l'intérêt de cette fonction ou de ce sujet, on verrait d'un très bon œil qu'il puisse y avoir un rapport. Le 297 n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur, sur le 83 c'est un avis... Madame Martin, votre micro. C'est un avis défavorable parce que déjà satisfait dans sa réécriture de l'article 14, mon co-rapporteur, M. Pauget, a intégré un élément appelant à la remise d'un rapport sur ce nouveau statut, donc il est déjà satisfait. C'est déjà satisfait pour le... Voilà, vous le retirez, merci. Le 436, dans une série d'amendements en discussion commune, M. Taverne.
Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Bon, c'est faire évoluer le cadre d'utilisation des drones. Au Rassemblement national, ça fait, allez, je suis gentil, hein, ça fait 10 ans qu'on parle d'utilisation des drones, que ce soit en matière de renseignement, de troubles d'ordre public. C'est ce que font la plupart des pays du monde. Je rebondis sur ce que disait notre collègue Bernard Lessy tout à l'heure sur le recrutement des policiers. Alors vous, effectivement, depuis 2017, nous, je crois que ça doit faire 15 ans qu'on essaye justement de spécialiser le recrutement. Voilà. C'est un très bon amendement, d'ailleurs. Le 376 qui le présente. C'est moi, mais la présentation sera rapide puisque c'était une demande de rapport sur la formation en matière de lutte contre la corruption et que nous l'avons rendue obligatoire par l'amendement qui a été adopté de la France Insoumise un petit peu plus tôt. Donc merci d'avoir adopté la mesure et il n'y aura pas besoin de faire un rapport puisque du coup la mesure étant effective bientôt. Donc vous le retirez ? Oui. Merci. Alors, c'est peut-être plus simple. Le 105, qui le présente ? Madame Rouleau. Allez-y, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le Président. Je soutiens l'amendement de ma collègue Marie-France Leroux qui entend demander un rapport sur l'incidence des téléphones portables sur le pilotage des actions de trafic des stupéfiants. Elle fait le constat que nous faisons tous, c'est-à-dire que les téléphones portables entrent en prison très très facilement. Toutes les prisons voient justement des téléphones portables qui entrent, et donc, un rapport serait nécessaire pour savoir comment on doit adopter notre droit. Tout à l'heure, nous avons, hélas, refusé certains amendements qui visaient à renforcer les fouilles à préparoir. Et je vous rappelle quand même qu'avant 2009, si je ne me trompe pas sur la date, avant que Mme Rachida Dati, ministre de la Justice, n'interdise les fouilles intégrales à préparoir, c'était quand même le droit courant à l'époque. Or, certes, c'est dégradant, ça personne ne va le nier. Bien sûr que c'est dégradant, mais il faut savoir quand même ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, laissez-moi juste terminer ma phrase, s'il vous plaît, ça ira plus vite pour chacun de vous tous. Là, en fait, on est en train d'étudier un projet de loi visant à lutter contre les narcotrafiquants. Même pas contre les stupéfiants, contre les narcotrafiquants. Ces personnes-là sont capables de bloquer une autoroute, de prendre des armes de guerre, de tuer des personnes et au passage peuvent tuer des personnes complètement innocentes et des agents pénitentiaires. Et vous voulez, vous poser la question de la dignité des fouilles corporelles à préparoir, mais c'est pas logique. Vous comprenez bien que Mais non, parce qu'on ne va pas mettre en balance la mort des personnes. Je vous rappelle quand même que le premier des droits de l'homme, c'est d'être en sécurité. Quand vous avez des balles perdues dans des quartiers de Marseille et que des jeunes filles sont tuées alors qu'elles étudient tranquillement dans leur chambre, et vous voulez m'opposer Attendez, je finis juste une seconde. Non, madame, non, c'est de 2 minutes. Une seconde. Oh non, madame, c'est-à-dire que l'atteinte est justifiée là dans. Madame Régol. Chaque député a un temps de parole, Madame Rouleau, vraiment. Madame Régol, vous avez 2 minutes et pas une seconde de plus. Merci. Si vous avez un peu parlé quand même, Madame Rouleau, on ne peut pas vous laisser dire que vous n'avez pas parlé pendant 2 jours. Pardon, Monsieur le Président, en fait c'est à vous, Madame Rouleau, que je vais m'adresser parce que j'ai un peu de mal à comprendre l'amendement. Dans la mesure où, si on veut avoir un rapport qui évalue l'incidence des téléphones portables sur le pilotage des actions, ça veut dire qu'il faut qu'on laisse rentrer des téléphones portables dans les prisons, d'une part. D'autre part, qu'on laisse tomber tout ce qu'on a mis en place sur le dossier coffre, puisqu'il n'y a plus rien qui doit être protégé. Et ensuite, en gros, il faut redétricoter une bonne partie de la loi, parce que je ne vois pas comment ce rapport pourrait être applicable autrement. Donc, le fait d'avoir déposé beaucoup d'amendements, votre groupe en tout cas, pour demander l'exact inverse et demander un rapport sur tout ce que vous avez refusé de laisser à travailler jusqu'à présent, m'interroge un peu, ainsi que les conditions de faisabilité. Monsieur Bernalicis, et nous en viendrons au vote. Avec donc quelques éléments de Monsieur le rapporteur avant. Monsieur Bernalicis, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais expliquer à notre position à la collègue Rouleau pour lui expliquer
la raison pour laquelle nous pensons qu'il est essentiel de respecter la dignité de la personne humaine, y compris quand cette personne humaine est incarcérée pour des faits extrêmement graves que l'on trouve moralement scandaleux et juridiquement qui ont été réprimés. Pour une raison très simple, c'est que les gens vont finir par sortir de prison. Sauf si vous voulez que tout le monde soit en réclusion perpétuelle, en perpétuité réelle. Mais imaginons que tout le monde ne soit pas sur de la perpétuité réelle. Et quand bien même, il y a des demandes de mise en liberté qui doivent pouvoir être faites, des réexamens, etc. Et je suis sûr que vous êtes d'accord pour que ce soit à tout le moins le cas, même si ça n'aboutit pas. C'est que quand on maltraite un être humain, il finit par lui-même avoir un comportement violent. Et on le sait d'autant plus pour les enfants, par exemple. Vous le savez. Vous le savez. Plus on maltraite un enfant, plus lui-même va reproduire le schéma. Donc, nous sommes des humanistes. Et donc, nous croyons que même s'il existe une infime possibilité que la personne change et s'améliore et ne récidive pas, alors il faut le faire. Point. Et ne croyez pas que la fouille intégrale soit humiliante uniquement pour celui qui la reçoit. Il y a des agents pénitentiaires qui ne supportent pas de faire ça. Donc, j'adjure qu'on comprenne que le respect de la dignité humaine, le respect des droits fondamentaux, le respect des droits humains emporte une efficacité finale dans leur application. Et qui ne doit pas souffrir d'exception. La parole est à Madame Mouchou. Oui, merci Monsieur le Président. La réalité, c'est qu'il n'y a même pas besoin de ce rapport. C'est un secret de polichinelle que des téléphones clandestins circulent dans les prisons de France aujourd'hui. Je crois qu'on l'a à peu près tous dit à l'occasion de ces débats. Moi, je pose la question très régulièrement à tous les gardes des Sceaux qui se sont succédés depuis le début sur la manière dont on lutte contre ce trafic, puisqu'on sait bien qu'avec ces téléphones, depuis la prison, on peut continuer à piloter. Et donc la question, c'est de savoir comment on peut passer à l'étape d'après. C'est bien pour ça d'ailleurs que le garde des Sceaux a imaginé ces prisons de très haute sécurité. C'est une des raisons pour lesquelles il les a imaginées, avec un contrôle très encadré, oui. Merci. Monsieur le rapporteur, vous aviez quelques précisions à apporter, me semble-t-il. Très bref, mais sur d'abord le 105, je rejoins ma collègue Naïma Mouchou, et puis ce sont avant tout des points qui ont déjà été pleinement approfondis dans le rapport d'enquête de nos collègues sénateurs, donc un avis défavorable sur le 346 également, même si effectivement les dispositions qu'on a introduites ce matin sur l'usage des drones en prison et les possibilités que cela ouvre au bénéfice de l'administration pénitentiaire, je pense qu'à un moment, il faudra qu'il y ait une évaluation. Je pense que le bon moyen, c'est que notre commission s'en saisisse, mais alors je me tourne vers le président pour qu'une mission d'information, ou en tout cas un travail d'évaluation, soit un jour mené, plutôt qu'un rapport intégré à ce texte. Merci. Je mets aux voix le 436 avec avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Le 376, qui est pour ? De M. Bernalicis. Il a été retiré ? C'est celui-ci qui a été retiré ? Oui, il a été retiré, tout à fait, bien sûr. C'est le 105 qui n'est pas retiré, toutes mes excuses. Je mets aux voix le 105 présenté par Mme Rouleau, qui est pour. Si, Mme Rouleau, je vous assure, vous l'avez présenté. Qui est pour, qui est contre ? Il est rejeté. Nous en venons à un amendement 75, présenté par... Dernier, Monsieur le Président. C'est le tout dernier. C'est, je crois, le dernier amendement, et ce sera du coup l'occasion déjà de vous remercier. Oui, faire une synthèse. C'est l'occasion de vous remercier pour la tenue des débats dans cette commission des lois, mais de signaler, et c'est bien que ce soit le dernier amendement, de signaler que cette proposition de loi qui vise à sortir la France du piège du narcotrafic déjà n'y parviendra pas, que donc nous voterons contre cette proposition de loi, et que précisément la demande de rapport qui est faite est justement sur la question des procès équitables et d'une certaine manière, si on l'élargit un peu, de l'équilibre que doit toujours faire le législateur entre les deux statuts qui sont de part et d'autre de la présidente. Alors je vais peut-être vous apprendre un truc pour ceux qui ne sont pas amateurs d'histoire de l'art et de notre Assemblée nationale, mais je sais que M. Corr sera lui très intéressé par ce sujet parce que on a une passion commune pour l'histoire. De part et d'autre de la présidente de l'Assemblée nationale, il y a l'ordre public et la liberté. Et le rôle du législateur, c'est normalement de toujours trouver l'équilibre
entre la liberté et l'ordre public. Parce que la liberté sans ordre public, cela peut être l'anarchie, et que l'ordre public sans la liberté, cela peut être la dictature. Eh bien, nous avons essayé avec M. Bernalicis et l'ensemble des collègues de la France Insoumise, avec aussi les collègues du Nouveau Front Populaire, de faire toujours cet équilibre entre ordre public et liberté. Je suis au regret de constater qu'avec ce texte, nous entrons dans une période dans laquelle la primauté est donnée à la question non pas de l'ordre public, mais de la restriction des libertés, et que je suis très inquiet de la pente qui est prise par notre pays, particulièrement à l'heure où, dans l'ensemble du monde, il y a désormais des inquiétudes sur le respect des libertés publiques des citoyens de la planète entière. Merci, monsieur le rapporteur. C'est un avis défavorable. Je ne suis pas contre le mécanisme de CRPC. Il faut qu'il soit encadré. Dans ce texte, il en était question. Nous l'avons retiré. Et après, sur le rapport en lui-même et le principe du rapport, c'est la même justification que pour les autres 20 amendements. Deux inscrites en l'occurrence, Mme Kerbidi, puis Mme Rigol. Merci, Monsieur le Président. Il est vrai que dans cet article, initialement, et Monsieur le rapporteur vient de le rappeler, il y avait la volonté d'étendre les CRPC à la matière criminelle et il y a eu dans cette commission un regroupement de forces sur plusieurs bancs pour dire que ça n'était pas acceptable. Et nous sommes parvenus d'ailleurs à plusieurs reprises avec des prises de position venant de groupes très divers, à protéger les libertés fondamentales, à faire supprimer certains dispositifs qui étaient particulièrement attentatoires aux libertés individuelles et aux droits de la défense, à modifier, à réécrire. Et notre commission a fait œuvre, je pense, d'un beau travail de cohésion, même si ça aurait pu être perfectible sur plein d'autres articles. Nous avions abordé ce texte avec énormément de réserves et de craintes. Nous en avons beaucoup moins, en tout cas au groupe GDR, alors que nous atteignons la fin des discussions en commission. Et c'est la raison pour laquelle, à ce stade, nous nous abstiendrons. Mais bien évidemment, nous serons vigilants à ce que tout ce qui a été supprimé et modifié ne soit pas réintroduit en séance, auquel cas notre vote serait bien évidemment modifié. Madame Rigol. Merci, Monsieur le Président. Cette demande de rapport met bien l'accent sur la question qui se pose avec l'intégralité de ce texte. Où est-ce qu'on en est des droits à la défense? Où est-ce qu'on en est des droits en général quand on développe des exceptions comme étant la norme pour un champ donné? On sait très bien qu'en général, ces attitudes ont tendance à généraliser ensuite des données qui étaient dites exceptionnelles ou réservées à certains champs à tout le champ. Voilà toute la dérive des dispositifs réservés aux actes terroristes qui maintenant concernent donc toutes les questions non seulement de trafic de stupéfiants, mais de trafic en bande organisée plus généralement. Il suffit juste derrière d'élargir la notion de crime organisé, de délit organisé, et là on rentre dans une généralisation de ces dispositifs qui seraient très préjudiciables au droit. Vous voyez bien où je veux en venir. Alors c'est vrai, comme le disait ma collègue Kerbidi, ce texte a évolué depuis le début de la séance. Et on peut plutôt se féliciter d'avoir réussi en transpartisan à faire tomber parmi ces pires dispositions, je pense évidemment à toutes les portes dérobées, aux dispositifs d'écoute, etc. Mais il reste encore tous ces aspects qui pourraient créer une jurisprudence dans nos droits, mais également la question des super-prisons, si chère au ministre de la Justice. Et j'ai envie de vous dire, messieurs les rapporteurs, monsieur le Président, qu'en séance, dans une dizaine de jours, nous allons avoir un vrai défi. Ce texte, initialement, était un travail transpartisan. La question sera en séance, est-ce que ça reste un travail transpartisan ou est-ce qu'on va, comme d'habitude, vers un passage au bulldozer? On verra ça à la conservation ou non des acquis pendant cette commission. La parole est à Hugo Bernalicis. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que la CRPC criminelle nous permet effectivement de revenir sur cet équilibre général dans le texte. Parce qu'au final, quand on fait le bilan du texte, soit on a des articles qui sont cosmétiques. Je pense au chef de fila en matière de criminalité organisée. Il y a déjà un office central qui remplit cette fonction.
Le PNACO, bon, alors il y a un parquet centralisé, mais il y a déjà la Junalco et les GIRS qui font le travail, donc quand même on n'adopterait pas le PNACO, ça ne changerait pas grand-chose. Le ministre a dit qu'il mettait des magistrats supplémentaires, donc la lutte sera assurée contre le narcotrafic. Et tout ce qui finalement n'est pas cosmétique pose des problèmes d'équilibre fondamentaux et d'atteinte aux principes fondamentaux. Et surtout, à la fin, les sénateurs n'ayant mis aucun élément sur la prévention primaire, et notamment sur la consommation, on se retrouve à être encore une fois pris par un raisonnement qui va à l'avant, en faisant croire que la répression, y compris simplement sur le haut du spectre, va régler le problème. Malheureusement, je pense que ce texte, nouvellement cosmétique, va arriver à la même finalité, c'est qu'on va continuer à faire perdurer les phénomènes criminels sans avoir réglé jamais le problème. C'est pourquoi notre opposition reste pleine et entière, bien que nous soyons extrêmement favorables au statut de repenti, par exemple, ou extrêmement favorables à l'infiltration. Même si ce qu'on a modifié sur l'infiltration, en vrai, ok, c'est bien, ça va dans le bon sens. C'est pas non plus c'est pas la modification majeure. Hein. On peut déjà faire de l'infiltration et c'est tant mieux. C'est les moyens qu'on y met qui sont extrêmement importants et essentiels en la matière. Donc, vous l'aurez compris, on n'est pas trop fan de participer aux opérations de communication de messieurs Darmanin et Retailleau. On est pour l'efficacité dans ce domaine, ce dont on a cruellement besoin. Et c'est pourquoi nous nous opposerons à ce texte. Merci. Pouria Mirchahi. Merci, Monsieur le Président. On arrive en effet au terme de ces débats en commission, dont je veux souligner la qualité, malgré quelques temps qui ont pu paraître un peu tendus, mais c'est normal sur un sujet aussi grave, et puis comme nous sommes enfermés dans notre scaphandre parlementaire. Mais je voudrais saluer la bonne tenue de nos débats, Monsieur le Président, et la qualité d'écoute de nos rapporteurs, des trois rapporteurs qui ont été, je crois, très ouverts à la discussion. C'est appréciable dans un débat parlementaire et dans la période. Et en effet, on a pu constater que cette écoute a permis des évolutions substantielles du texte, en tout cas de ne pas permettre des dispositions dérogatoires à des droits fondamentaux. Elles ont été citées par notre collègue Sandra Régol, je n'y reviens pas, et je voulais quand même le souligner. Merci. Merci. Alors, je vais mettre aux voix cet amendement 75 avec avis défavorable de Monsieur le... Vous l'avez retiré ? C'est un geste tout à fait remarquable. Alors, je vous rappelle que nous avons une loi organique qui vient, hein, n'oubliez pas. Alors, je mets aux voix l'article... Non, puisque pardon, la proposition de loi. Donc, je mets aux voix la proposition de loi dans son intégralité. Qui est pour ? Qui est contre ? Elle est adoptée. Nous en venons par conséquent à la proposition de loi organique visant la création du statut du procureur de la République national anticriminalité organisée. Monsieur Vincent Corre a gagné le droit d'être rapporteur au tirage au sort sur cette loi organique, parmi les trois rapporteurs. Un amendement, monsieur le rapporteur, CL3. Oui, c'est un amendement qui vise à exclure donc, les postes localisés au PNACO des postes pouvant être proposés à des magistrats placés donc, après 2 ans. Je le mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Sur l'article unique, un amendement de suppression. Qui le présente ? Monsieur Benalicis, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Oui, nous sommes pour supprimer effectivement le PNACO en cohérence avec notre amendement de suppression, l'article 2, évidemment, de la proposition de loi simple. Alors, je vais revenir sur... je vais essayer de résumer, on va dire ça, notre opposition au PNACO. Est-ce qu'il n'existe rien aujourd'hui et la nécessité serait de créer quelque chose ? La réponse est non. Nous avons déjà la Junalco, le parquet de Paris, la GIRS de Paris, les GIRS de manière déconcentrée. Et le principal problème que rencontrent ces juridictions, c'est le manque de moyens. Le manque de moyens chez eux et le manque d'enquêteurs
pour leurs différents types d'enquêtes, notamment en matière économique et financière, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, quelle est la véritable plus-value de la mise en place d'un parquet national en la matière? Déjà, la différence avec une Junalco, c'est que c'est la prédominance du parquet sur celle du siège. Or, en la matière, et en matière criminelle, nous pensons qu'il a plus de vertu à avoir des magistrats du siège sur ce domaine-là que les magistrats du parquet. Ça, c'est un premier point. Parce que le parquet, il est déjà partie prenante, évidemment, dans les affaires autour de la Junalco. Il y a un parquet GIRS qui suit aussi les affaires, et le parquet de Paris, évidemment, qui suit les affaires. La véritable plus-value, c'est celle de l'affichage en termes de communication. De dire, regardez, on a mis tout dans un même parquet national, et on va centraliser aussi des juges d'application des peines pour qu'on soit sévère avec les narcotrafiquants et les mettre dans les bonnes prisons. Ah non, ça, c'est que le garde des Sceaux, c'est pas les magistrats, pardon. Et surtout, faciliter la remontée d'informations sur les enquêtes en question. Avec le parquet général et le ministre dans une chaîne plus directe que les infos qui sont tout au fin fond d'une GIRS, qui remontent pas exactement de la même manière, voire pas du tout, puisqu'il y a des magistrats du siège qui considèrent qu'ils n'ont pas à faire remonter toutes les informations sur toutes les enquêtes, y compris en matière criminelle, au regard de la circulaire Taubira de l'époque. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir cette focalisation, cette attention médiatique et communicationnelle autour du narcotrafic. Encore une fois, nous avons dit que nous ne participons pas aux opérations de communication du ministère de l'Intérieur, mais en plus ça pourrait dévoyer les enquêtes en disant il faut aller plutôt dans telle direction que dans telle autre, il faut laisser travailler la justice. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement de suppression? Un avis défavorable, vous étiez opposé à la création du PNACO, je l'ai compris, et donc vous proposez logiquement la suppression de l'article. Je ne vais pas redire ce que j'avais dit. Il y a défavorable, un PNF, très bien. Monsieur Léaumont. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, on a eu ce débat sur la proposition de loi tout à l'heure, il y a quelques jours maintenant, sur le parquet national. Moi, je voudrais simplement vous alerter, en plus des très brillants arguments qui ont été donnés par mon collègue Bernalicis, sur le risque de la désorganisation que pourrait provoquer ce PNACO sur la lutte contre la fraude fiscale. Parce que moi, j'ai sous la main la circulaire 2021 du 4 octobre du ministre de la Justice. Il y a une partie qui concerne justement nos juridictions spécialisées, je dirais c'est Junalco. Et sur ces compétences spécialisées, il est écrit dans les champs de compétences concurrentes du PNF et de la Junalco, Parquet national financier de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, la compétence de la Junalco pourra être privilégiée dans les dossiers portant sur les agissements résultant de l'action planifiée et concertée d'une organisation d'un grand groupe criminel structuré, et notamment dans le cadre de la fraude fiscale. Donc moi, j'ai quand même un doute sur, à la fin, cette fraude fiscale, compte tenu de l'embolie qui existe au PNF sur les dossiers qui sont à sa charge, compte tenu également du fait que dans les auditions qu'on a faites avec M. Mendes, on nous a dit que globalement, les interlocuteurs sur la question du blanchiment et de la fraude sont potentiellement les mêmes. Et on nous a même dit des trucs assez bourrins. On nous a dit parfois ceux qui font le blanchiment, c'est les mêmes que ceux qui font la fraude pour les gens qui habitent dans le 16e. Je vous jure, littéralement, on nous a dit ça à un moment donné. Donc moi, j'ai quelques doutes sur que va-t-il advenir de la fraude fiscale dans cette nouvelle organisation avec ce PNACO, si jamais on le laissait créer. Merci. Je mets aux voix cet amendement CL1 de suppression défendu par Monsieur Léaumont. Mes chers collègues, qui est pour l'amendement de Monsieur Léaumont? Qui est contre? Il est rejeté. Nous en venons à votre CL4, Monsieur le rapporteur. C'est un amendement de coordination, Monsieur le Président. Qui est pour l'amendement de coordination? Qui est contre? Il est adopté. Nous votons par conséquent sur l'article unique. Qui est pour l'article unique? Qui est contre? Il est adopté. Après l'article unique, nous avons un amendement CL2 présenté par Monsieur Yordanov. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un sujet tout à fait mineur, celui de l'indépendance de la justice. Vous savez que nous sommes très attachés, nous ne sommes pas opposés au PNACO, vous l'avez bien vu. Néanmoins, il nous semble qu'en la matière, ça devrait être le cas partout, mais en la matière spécifiquement, il doit y en avoir un avis conforme de la commission compétente du Conseil supérieur de la magistrature avant la nomination du procureur national anticriminalité organisée. Ça nous paraît absolument
indispensable pour s'assurer qu'il n'y a pas derrière une politique soumise à des aléas de l'exécutif pour des raisons qui ne seraient pas purement fonctionnelles et d'efficacité pour lutter contre la criminalité organisée. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Merci. Ah non, il y a un sous-amendement, c'est ça? Non. Pas du tout, en fait. Hein. Monsieur le rapporteur, sur le CL2, toutes mes excuses. Pardon, c'est moi. Sur le CL2, c'est un avis défavorable pour l'amendement défendu par le président Yordanov. Je crains qu'on ne soit ici sur une rédaction contraire à l'article 65 de la Constitution, tel que vous l'avez présenté. C'est même tout à fait clairement contraire à la Constitution. Il n'y a pas de rapport sur les lois organiques, monsieur le Président. Alors... Bah si, bien sûr que si. Non mais c'est sincèrement. Alors, monsieur Bernalicis va pouvoir de toute façon prendre la parole. Non, mais j'entends, et on pourrait décider que par décret on fait un pseudo-avis conforme, mais c'est vrai qu'il n'est pas prévu dans la Constitution qu'il y ait un avis conforme, parce qu'il y a un sujet constitutionnel et qu'on aurait dû modifier, et qu'il n'a pas été le cas, parce qu'à cause d'Alexandre Benalla. Enfin bref, je ne refais pas l'histoire, mais tout ça, c'est la faute d'Alexandre Benalla, quand même, il ne faut quand même pas l'oublier. Encore. Toujours est-il que, oui, c'est un sujet, le parquet n'est pas indépendant. Le parquet n'est pas indépendant. Et c'est comme ça, c'est le parquet à la française. C'est justement, et on nous dit, il ne doit pas être indépendant pour que le ministre puisse rendre compte de la politique pénale devant l'Assemblée nationale. C'est ça l'argument qui nous est donné. Donc c'est bien pour avoir un parquet à sa main en vue d'une politique qui est choisie. La question c'est, est-ce que c'est le rôle du politique que d'avoir les doigts aussi dedans que ça dans le PNF, le PNAT et la criminalité organisée. Moi, je pense que cette lutte, elle se fait sur le temps long avec des magistrats qui sont en confiance et qu'il faut laisser faire le travail de la justice et qu'il faut justement donner toutes les garanties d'indépendance pour qu'il n'y ait aucune suspicion en la matière. Vraiment aucune. Et que ça ne sert à rien de vouloir avoir la laisse courte sur ce type de structure. Parce que sinon, ça va être de dire « Ah, il y a une affaire médiatique, donc il faut que le PNACO le prenne, et une affaire qui n'est pas médiatique, mais qui serait quand même d'envergure, on s'en fiche, on va le laisser au fin fond du pays. » Donc c'est pas possible, en fait, de fonctionner là-dessus. C'est pour ça qu'un avis conforme serait nécessaire pour le Conseil supérieur de la magistrature. Mais effectivement, je pense que ce ne serait pas retenu par le Conseil constitutionnel, mais si on le saisit, je promets aux collègues, si on vote l'amendement et qu'on saisit le Conseil constitutionnel, je promets aux collègues écologistes qu'on ne saisira pas le Conseil sur ce point précis. Merci. Madame Mouchou. C'est une très bonne question qui est posée ici par l'amendement, mais qui rejoint le sujet plus large de la nomination des magistrats par... de la nomination, pardon, de la nomination avec ou sans avis conforme. Et il y a cette réforme, effectivement, qui n'est pas allée jusqu'au bout. C'est la réforme de 2016, je crois. Et il suffirait, me semble-t-il, Monsieur le Président, de réunir les deux chambres en congrès pour la valider. Et la question est de savoir si nous en avons aujourd'hui les moyens. Ça me paraît peu probable, mais ce serait une belle avancée, même si elle n'est que symbolique, puisque les avis sont suivis aujourd'hui. En réalité, il n'y a pas d'avis contraire de l'exécutif dans la nomination. Mais, effectivement... Oui, jusqu'ici, je ne peux pas prédire l'avenir, jusqu'ici. Mais ce serait une belle avancée, effectivement, ce serait un message important à adresser, parce que l'indépendance de la justice, effectivement, est un débat récurrent. Je crois avoir entendu le garde des Sceaux indiquer qu'il était prêt à reprendre le projet de loi constitutionnelle qui avait été défendu par l'ancien président de la Commission des lois, Jean-Jacques Urvoas. Nous avons donc un avis défavorable de monsieur le rapporteur sur le CL2. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Il est rejeté. Le CL5, monsieur Corr. Coordination calendaire sur l'entrée en vigueur du PNACO. Alors, monsieur Bernalicis. Vrai sujet aussi d'effet de bord de la création de ce type de structure. On met la date du 1er juillet parce qu'on voit bien qu'il faut prendre le temps pour le mettre sur place, etc. Parce que à chaque fois que vous changez d'une organisation, c'est d'abord une forme de désorganisation, avant que les gens prennent leur marque, etc. Donc il faut bien savoir, il faut bien se dire, que tout le monde soit conscient, qu'il risque d'y avoir une période où on va être un peu moins bon sur la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée, parce que le temps que le parquet se constitue, que les équipes se mettent en place, qu'on fasse les mutations officiellement des différents services, etc., le temps que les gens remettent le nez dans le dossier, ceux qui seront arrivés nouvellement, etc., voilà, vous allez avoir un petit peu de flottement, en espérant que ce soit le plus court
le plus court possible. Et c'est tout le problème quand on désorganise des structures qui sont déjà organisées et qui fonctionnent. Et la problématique, c'est que on a une Junalco et des GIRS qui fonctionnent. Donc, Oui, voilà. qui ont été créés en 2019. Et qui ont été créés en 2019 par les gouvernements précédents, ce qui est aussi peut-être une forme déjà les mêmes. d'échec, mais je ne crois pas, parce que là, c'est un objectif de communication, évidemment, comme tout le monde aura fini par le comprendre. Je mets aux voix le CL5 de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'ensemble de la loi organique, de la proposition de loi organique. Qui est pour? Qui est contre? Elle est adoptée. Je vous remercie. Et je remercie nos administrateurs adjoints, les rédacteurs et les agents de notre commission.